Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va se plonger ensemble dans le monde de la course à pied en 2025. Génial. On va décortiquer un article d'Athlé. Expliqué. Oui. Il s'intitule Inscription course à pied 2025. Explosion des demandes et liste d'attente record. Hmm. Si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez remarqué que les courses se remplissent à une vitesse folle. Ah, c'est clair. Alors, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène. Carrément. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'on voit une croissance incroyable du secteur de la course à pied. On parle de 11% d'augmentation par rapport à 2024. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et ça pose pas mal de questions. Par exemple, est-ce que les organisateurs sont prêts à gérer autant de participants? Est-ce que ça va créer encore plus de compétition pour avoir un dossard? Justement, l'article donne quelques exemples assez dingues. Le Mavi Marathon 2025 était complet dès août 2024. Un an à l'avance, qu'est-ce qui pousse les gens à s'inscrire si tôt? C'est la peur de rater le coche ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais je pense que c'est un peu des deux. L'article met en avant plusieurs facteurs. Déjà, il y a l'effet rebond post-pandémie. On a tous envie de se retrouver, de vibrer ensemble lors de grands événements sportifs. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout. On voit aussi arriver plein de nouveaux coureurs, des débutants attirés par les bienfaits du sport ou tout simplement par l'envie de partager un bon moment. Et puis, il y a aussi tous ces nouveaux formats de courses qui apparaissent, les relais, et qui donnent par exemple ces courses où des équipes se relaient en se passant un sachet, Oui. ou encore des courses à étapes sur plusieurs jours. Tout ça, ça dynamise le paysage de la course à pied et ça attire un public plus large. Exactement. Cette diversité des formats, c'est peut-être une des clés pour comprendre l'engouement qu'il y a en ce moment. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est clair. Yeah. L'article met d'ailleurs l'accent sur un type de course qui explose en ce moment, les ultra-trails. Apparemment, tenir un dossard pour ces courses-là, c'est un vrai défi. Ah oui, les ultra-trails, c'est courses de fou dans des paysages grandioses. L'article cite l'exemple de la Western States Sansma, une course mythique de 160 km, 369 dossards pour des milliers de candidats. Ouais. C'est plus dur d'entrer à la Western States que dans certaines grandes écoles. C'est clair. Et pour la Western States, l'inscription se fait par tirage au sort avec un système de tickets. Ah oui. Chaque année où un coureur n'est pas sélectionné, il accumule des tickets, ce qui augmente ses chances pour l'année d'après. D'accord. C'est une manière de récompenser la persévérance et de donner sa chance à chacun. Ouais, ça donne envie de tenter sa chance, même si les probabilités sont faibles. Mais pour revenir à des courses plus accessibles pour le commun des mortels, est-ce qu'il y a des astuces pour maximiser ses chances d'avoir un dossard? Bien sûr, l'article donne quelques conseils. Déjà, abonnez-vous aux newsletters des cours qui vous intéressent, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les dates d'inscription. Ensuite, si la course le permet, participer à des courses qualificatives, ça peut booster votre dossier. Donc, si on vise un marathon prestigieux, il vaut mieux s'entraîner sur des plus petites courses avant pour se qualifier. Exactement. C'est un peu un parcours du combattant. Voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas à diversifier vos choix. Soyez flexible sur les dates, les distances, les lieux. Il existe une multitude de courses. Il ne faut pas se limiter qu'aux événements phares. C'est un bon conseil. On a tendance à se focaliser sur les grands noms, mais il y a sûrement plein de pépites à découvrir dans des courses moins connues. Tout à fait. Et si, malgré tous vos efforts, vous n'obtenez pas de dossard pour la course de vos rêves, ne désespérez pas, l'article met en avant des alternatives intéressantes. Ah oui, j'ai hâte d'entendre ça. Figurez-vous qu'il existe tout un monde de courses locales qui ne demandent à être explorées, souvent organisées par des associations ou des clubs. Elles sont moins courues, plus conviviales et permettent de soutenir des initiatives locales. C'est vrai qu'on oublie souvent ces courses locales. Pourtant, elles ont beaucoup à offrir une ambiance plus détendue, la découverte de sa région, et puis la satisfaction de soutenir les initiatives locales. Exactement. Et puis, il y a une autre option qui a le vent en poupe, les courses virtuelles. Les courses virtuelles, je dois avouer que je ne suis pas très familier avec ce concept. Vous pourriez m'en dire plus? Avec plaisir, les courses virtuelles, c'est simple. Vous vous inscrivez en ligne, vous choisissez votre distance et vous courez où vous voulez, quand vous voulez. D'accord. Une application enregistre votre performance et vous obtenez un classement en ligne. Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est une option flexible qui permet de se challenger à son rythme sans contrainte de lieu ni de temps. Exactement. Et ça vous permet aussi de participer à des courses internationales sans avoir à vous déplacer. C'est vrai, ça peut être une façon sympa de découvrir des parcours virtuellement et de se mesurer à des coureurs du monde entier. Mais avec cette explosion du nombre de participants, comment les organisateurs arrivent-ils à gérer toute cette logistique? Eh bien, c'est là que la technologie entre en jeu. L'article mentionne RunSynap, une plateforme qui utilise le cloud computing pour traiter des dizaines de milliers d'inscriptions en quelques minutes. Ah ouais.
En gros, le cloud, ça permet de décupler la puissance de calcul des serveurs et de gérer un trafic énorme sans problème. Yeah, c'est impressionnant. C'est grâce à ce genre d'innovation que le secteur peut suivre la demande croissante. Et en plus de RunSynUp, est-ce qu'il y a d'autres technologies qui facilitent l'organisation des courses? Absolument, on voit apparaître des salles d'attente virtuelles pour gérer le trafic lors des inscriptions, des notifications automatiques par email et SMS pour tenir les coureurs informés, et puis des systèmes de liste d'attente plus sophistiqués pour gérer les désistements. C'est fascinant de voir comment la technologie se met au service des coureurs et des organisateurs. J'imagine que ces innovations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On peut s'attendre à encore plus de surprises technologiques dans les années à venir. Tout à fait, le monde de la course à pied est en pleine effervescence et la technologie joue un rôle clé dans cette évolution. On peut dire que les prochaines années s'annoncent palpitantes pour les coureurs de tout niveau. Et bien voilà, une première partie riche en informations. On a vu que la course à pied est plus populaire que jamais, avec une offre qui se diversifie pour répondre à tous les goûts et à tous les niveaux. Exactement, qu'on soit un marathonien chevronné ou un débutant enthousiaste, il y a forcément une course qui nous attend quelque part. Restez avec nous pour la suite de cette plongée au cœur de l'univers fascinant de la course à pied. Tiens d'ailleurs, on a parlé des ultra-trails tout à l'heure, mais les grands marathons urbains n'ont pas dit leur dernier mot. C'est clair. Ils continuent d'attirer les foules. Ah, ça c'est sûr. L'article mentionne New York, Chicago, Londres, Paris, tous ces grands classiques qui font rêver. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rêve quand on voit les listes d'attente interminables? Ah oui, c'est vrai, les chiffres donnent le vertige. Le marathon de New York a refusé plus de 50 000 candidats pour sa dernière édition. Ah ouais, quand même. Imaginez la frustration. Courir à New York, ça reste un objectif mythique pour beaucoup de coureurs. Et du côté des ultra-trails, est-ce qu'il y a des événements qui font plus rêver que d'autres, à part la Western States 100, bien sûr? L'article cite l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Oui. qui attire des coureurs du monde entier. Mhm. Il y a aussi la Hard Rock 100, une course d'une difficulté extrême dans les montagnes du Colorado. Ouais. Ces courses mythiques, avec leurs paysages grandioses et leurs défis hors normes, exercent une fascination incroyable. Ouais, on comprend pourquoi ces courses suscitent autant d'engouement. Mais face à cette demande croissante, comment est-ce que les organisateurs gèrent les inscriptions? On a parlé du système de loterie pour la Western States, mais est-ce que c'est la norme? De plus en plus d'événements adoptent le tirage au sort, oui, c'est une façon d'assurer une certaine équité, surtout pour les courses très demandées. Mais les organisateurs s'efforcent aussi d'améliorer la gestion des listes d'attente. D'accord. On voit apparaître des systèmes plus transparents avec des points de priorité, des reports automatiques, une communication claire sur les désistements. C'est essentiel pour éviter les frustrations et donner aux coureurs une chance réelle d'avoir un dossard. Oui, tout à fait. Mais au-delà de la gestion des inscriptions, j'imagine que les organisateurs doivent aussi s'adapter aux nouvelles attentes des coureurs. Qu'est-ce qui change dans l'expérience de la course à pied aujourd'hui? Les coureurs sont de plus en plus exigeants. Oh. C'est vrai, ils ne se contentent plus de courir. Ils recherchent une expérience globale. Ça veut dire des parcours originaux, des animations de qualité, des services innovants, une communication personnalisée. En fait, l'organisation d'une course se rapproche de plus en plus de l'événementiel. Oui, c'est ça. Il faut créer une ambiance, une histoire, une expérience mémorable pour les participants. Exactement. Et cette tendance se traduit par une diversification de l'offre. On voit des courses à thème, des courses nocturnes, des courses gourmandes. Ah ouais. L'objectif, c'est de sortir du lot et de proposer une expérience unique. Et c'est une bonne nouvelle pour les coureurs. Hmm. Ils ont l'embarras du choix et peuvent trouver une course qui correspond parfaitement à leurs envies. Oui. D'ailleurs, l'article d'Appeler Expliqué mentionne un phénomène intéressant. L'essor des courses locales, vous pourriez nous en dire plus? Avec plaisir, de plus en plus de coureurs se tournent vers des courses organisées dans leur région, souvent par des associations ou des clubs. Ces courses ont un côté plus authentique, plus convivial. On y rencontre des passionnés qui partagent notre amour de la course à pied et on découvre sa région sous un angle différent. C'est une excellente façon de s'intégrer à une communauté et de soutenir des initiatives locales. Et puis, les courses locales sont souvent plus accessibles financièrement et logistiquement. Pas besoin de faire des kilomètres ou de réserver un hôtel pour participer. Tout à fait, c'est une option idéale pour les débutants, les familles ou ceux qui veulent simplement courir pour le plaisir, sans pression, et puis ça permet de tisser des liens avec les habitants de sa région et de découvrir des parcours insolites. Et si on ne trouve pas de course locale qui nous convient,
Et il y a toujours l'option des courses virtuelles dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Les courses virtuelles, c'est la liberté totale. Vous choisissez votre parcours, votre horaire, votre rythme. Hmm. Vous pouvez même courir en plusieurs fois si vous le souhaitez. C'est idéal pour les personnes qui ont un emploi du temps chargé ou qui préfèrent courir en solo. Et ça permet aussi de participer à des courses internationales sans avoir à se déplacer. On peut courir virtuellement dans les rues de New York, de Londres ou de Tokyo depuis chez soi. C'est ça. C'est une façon originale de voyager et de se challenger sans quitter son salon. C'est vrai. Et puis, les courses virtuelles peuvent être un excellent moyen de se préparer à une course réelle. On peut utiliser une course virtuelle comme un test grandeur nature pour évaluer sa forme physique et affiner sa stratégie de course. C'est un excellent tremplin pour ceux qui envisagent de participer à une course réelle à l'avenir. On peut s'habituer à courir avec une application de suivi et à gérer son effort sur une longue distance sans la pression d'un événement réel. Exactement. Et puis la course virtuelle peut aussi être un moyen de rester motivé tout au long de l'année en se fixant des objectifs personnels et en participant à des challenges en ligne. D'ailleurs, en parlant de technologie, l'article d'Athlé expliqué met en avant les innovations qui révolutionnent l'organisation des courses. On a déjà parlé de Vincennes Up et du cloud computing, mais il y a d'autres exemples intéressants. Oui, absolument. L'article mentionne notamment les salles d'attente virtuelles qui permettent de gérer l'afflux de visiteurs lors des inscriptions aux courses très demandées. Ah ouais, c'est vrai. J'imagine que ça doit être un cauchemar pour les organisateurs de gérer des milliers de personnes qui se connectent en même temps pour s'inscrire à les salles d'attente virtuelles. C'est un peu comme les files d'attente dans les parcs d'attractions, mais en ligne. C'est une bonne comparaison. Ces salles d'attente virtuelles permettent de réguler le trafic et d'éviter que les serveurs ne s'écroulent sous la charge. Et en plus de ça, il y a des notifications automatiques par email et SMS qui permettent de tenir les coureurs informés de leur statut d'inscription, des éventuels changements de programme et des dernières nouvelles de la course. C'est pratique pour les coureurs. Ça leur évite de passer leur temps à actualiser leur boîte mail ou à scruter les réseaux sociaux pour avoir des informations. Et ça permet aux organisateurs de communiquer plus efficacement avec les participants. Tout le monde y gagne. Et puis, il y a les systèmes de liste d'attente qui sont de plus en plus sophistiqués. Ça permet de gérer les désistements de manière transparente et d'offrir aux coureurs sur liste d'attente une chance équitable d'avoir un dossard. Ouais, on a vraiment l'impression que la technologie est en train de transformer l'expérience de la course à pied à la fois pour les coureurs et pour les organisateurs. Exactement. Et l'article A-t-il expliqué ne s'arrête pas là. Il mentionne aussi des innovations qui visent à améliorer l'expérience des coureurs pendant la course elle-même. Ah oui, par exemple? Eh bien, certaines plateformes intègrent des applications mobiles qui permettent d'envoyer des notifications push personnalisées aux participants. D'accord. Imaginez vous recevez un message d'encouragement juste avant le départ de votre course ou un rappel sur les points de ravitaillement, les consignes de sécurité. Ah ouais, c'est pas mal. Ça permet de maintenir un lien avec les coureurs tout au long de la course et de leur fournir des informations utiles en temps réel. Et pour les courses internationales, il existe des systèmes de communication multilingues, ce qui permet de toucher un public plus large et de faciliter la participation des coureurs étrangers. Ouais, c'est important pour rendre ces événements plus inclusifs et accessibles à tous. Ça peut comme avoir un traducteur personnel pendant la course. Exactement. Et puis, il y a aussi des outils de suivi en temps réel qui permettent aux proches des coureurs de suivre leur progression en direct. Ah oui. Imaginez, vos amis, votre famille peuvent vous encourager à distance, suivre votre position sur la carte et même vous envoyer des messages de soutien tout au long du parcours. C'est génial pour se sentir soutenu et motivé, même quand on est au bout de ses forces. Et puis ça permet de rassurer les proches qui s'inquiètent pendant que les coureurs sont sur la route. Tout à fait. Et pour les organisateurs, ces outils de suivi en temps réel sont aussi très précieux. Oui. Ils permettent de mieux gérer la sécurité des coureurs, de réagir rapidement en cas de problème et d'avoir une vision globale du déroulement de la course. C'est un aspect important, surtout pour les courses longues et difficiles comme les ultra-trails, où les conditions peuvent être imprévisibles. On a vraiment l'impression que la technologie est en train de révolutionner l'univers de la course à pied. Oui, c'est indéniable et on peut s'attendre à encore plus d'innovations dans les années à venir. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les objets connectés, toutes ces technologies ont le potentiel de transformer l'expérience de la course à pied de manière spectaculaire. Ah ouais, c'est passionnant de penser à ce que l'avenir nous réserve, mais avant de nous projeter trop loin, revenons à l'article d'Athlé. Expliquez quel est le message principal que vous retenez de cette analyse. Je dirais que l'explosion des inscriptions aux courses en 2025 témoigne d'un engouement sans précédent pour la course à pied. C'est un sport accessible à tous qui procure de nombreux bienfaits physiques et mentaux. Et avec la diversification de l'offre et les innovations technologiques, la course à pied est en train de devenir une activité de plus en plus attractive et accessible.
Eh ben, c'est une excellente nouvelle. Et Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans l'aventure de la course à pied. Exactement, que vous soyez un coureur chevronné ou un débutant enthousiaste, il y a forcément une course qui vous attend quelque part, un marathon urbain mythique, un ultra-trail en pleine nature, une course locale conviviale ou même une course virtuelle depuis votre salon. Les possibilités sont infinies. Et avec toutes les informations qu'on a partagées aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main pour trouver la course qui correspond à vos envies et à vos objectifs. N'oubliez pas que la course à pied est avant tout une aventure personnelle, une quête de dépassement de soi et de bien-être. Alors lacez vos chaussures, choisissez votre défi et rejoignez la communauté des coureurs. On se retrouve sur la ligne de départ.